messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les institutions catholiques, presbytérales et congréganistes resteront fermées durant les 3 prochains jours. Seuls les centres de santé et les hôpitaux resteront ouverts. La décision a été prise par les autorités ecclésiastiques afin d'exiger la libération des religieux enlevés depuis dimanche dernier. Malgré l'annonce de la levée de grève des magistrats, le palais de justice est resté fermé. La zone entière reste déserte. Les activités sont au point mort dans cet endroit. Une vive tension a régné ce mardi à Martissant où des tirs nourris ont été entendus. L'Église catholique met tout son poids dans la balance afin d'obtenir la libération des religieux. La conférence épiscopale annonce 3 nouvelles journées de fermeture des institutions catholiques, à l'exception des hôpitaux et des centres de santé, pour protester contre l'insécurité et le kidnapping. Ainsi, les écoles catholiques, presbytérales et congréganistes resteront fermées les mercredis 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril. Vendredi à midi, un concert de cloches est prévu ainsi que d'autres manifestations religieuses. Notons que ce même vendredi, les 7 religieux enlevés par le gang des 400 Marozo en seront à leur 13e jour de captivité. Une vive tension a régné à Martissant en milieu de journée ce mardi. Une nouvelle fois, l'entrée sud de Port-au-Prince a été le théâtre d'événements violents. Il est presque 1h de l'après-midi lorsque soudainement s'est déclaré un concert de cartouches dans les environs de l'église Sainte-Bernadette. Et, comme à l'accoutumée, la présence d'un blindé posté non loin du sous-commissariat de la zone n'a pas su rassurer les membres de la population qui se bousculaient pour trouver un endroit où s'abriter. Cette nouvelle sortie des bandits, après que le Conseil supérieur de la police a fait ériger des containers au niveau de la 4e avenue Bolos, l'une des rentrées menant au fief du puissant chef du gang du quartier de Grand Ravine, le dénommé Thielapli. Les portes du tribunal de première instance de Port-au-Prince sont toujours fermées malgré la levée de la grève annoncée par les magistrats. Le bâtonnat également ne fonctionne pas. La cour de l'institution est déserte et de nombreux hommes de loi sont inscrits aux abonnés absents. Des chauffeurs de moto-taxi, des commerçants se réfugient dans l'espace du tribunal à cause de l'insécurité qui sévit dans cette zone. Quelques justiciables sont remarqués, mais l'ambiance qui règne n'a rien d'habituel selon les constats d'une équipe de métropole. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. L'espace du tribunal de première instance de Port-au-Prince n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Si les magistrats ont levé le mot d'ordre de grève, cela n'a pas donné lieu pour autant à la reprise des activités au palais de justice. Dans la cour de l'institution, c'est le calme plat. Des avocats sont peu nombreux et des marchands ambulants habituels sont absents. D'ailleurs, il est impossible de pénétrer à l'intérieur du tribunal, la porte principale est verrouillée. Selon certains riverains, il y a plus de 2 semaines depuis que le bâtiment est déserté. Quelques justiciables non avertis de la chose s'interrogent. Et on pourra connaître est-ce que le résultat, est-ce que la positif pour eux ou bien est-ce que la négatif. Les verrous sont également tirés au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Au niveau du parquet, quelques va-et-vient sont constatés, mais on est bien loin de l'activité habituelle et il en va de même à la cour d'appel. Le fait que le tribunal reste fermé
Est-ce un nouveau moyen pour forcer les autorités à prendre conscience de la nécessité de délocaliser les activités judiciaires? Les membres du système tentent-ils d'attirer l'attention sur le climat d'insécurité qui règne dans la zone? Mais c'est le magasin fistré, mon petit Jean Pérez la caillou toujours. Après plus de 2 mois de grève, les juges ont enfin trouvé un terrain d'entente, confirment les associations de magistrats. Mais l'impact de leurs décisions ne s'observe pas sur le terrain. Il apparaît que la montée vertigineuse de l'insécurité est l'obstacle majeur à toute reprise. Les rafales d'armes automatiques qui résonnaient à longueur de journée perturbaient le fonctionnement du tribunal jusqu'à l'interrompre totalement. Même dans souhaité pour l'État pour initiative ou dans une sécurité stable, pour côté peuple haïtien capable de confiance, pour capable évacuer dans toute activité sans qu'elle saute. À 2 reprises, en moins de 2 heures, des détonations ont retenti non loin du tribunal. Si certains usagers s'en remettent au bon Dieu, d'autres continuent par contre de pointer du doigt les autorités étatiques. Des patrouilles de police sont bien visibles dans la zone, mais il s'agit surtout des agents de protection rapprochés de certains officiels. Plus de 48 heures après que les magistrats ont annoncé la levée de la grève, les services n'ont toujours pas repris au tribunal de première instance de Port-au-Prince. La levée de la grève c'en est un, mais l'accès au tribunal est totalement interdit à cause de la nouvelle opération lancée par les unités spécialisées de la police nationale ainsi que les forces armées d'Haïti qui sont présentes dans les parages. Maintenant, la question est, qu'en est-il des justiciables? Qu'en est-il également de la détention préventive prolongée qui, comme son nom l'indique, ne fait que prolonger? Entre l'insécurité qui sévit dans la zone et les revendications, l'appareil judiciaire, pour paraphraser maître Jean-Wilner Morin, demeure paralysé dans un contexte où l'exécutif semble accorder la priorité uniquement à ses projets. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Environnement a procédé au lancement de décennie 2021-2030 du programme baptisé Planter à récolter de l'eau. Selon le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, ce projet a pour objectif de susciter la participation et l'engagement citoyen à la protection de cette ressource essentielle à la vie. De l'eau, sont pour tout mi-temps. On a besoin de la caille, nous, pour nous servir, pour nous briller, pour nous nettoyer, nous avons besoin pour nous laver, nous avons besoin pour bêter nous, nous avons besoin de différents types de production, que ce soit production industrielle, agricole et d'autres. Et on ne peut pas vivre sans de l'eau, en quelque sorte. Donc, c'est une ressource extrêmement importante. Ça, nous constatons. Puis, fort de l'eau, nous, c'est ça qu'on fait, on courir sous terre. OK? Au lieu que on entre dans la terre. Donc, nous avons besoin des mécanismes qui peuvent faire plus de l'eau entrer dans la terre. Et les moins de l'eau courir sous terre, nous diminuer le risque des dégâts en même temps. Mais les plus de l'eau entrer dans la terre, eh bien, ça permet non seulement d'éliminer le risque, mais on va l'alimenter sous nous, qui soit gain qui gantant tari, ça veut dire qui pas continuer bail, ou du moins débit diminuer pendant la période de sécheresse. Voyez, rivière ou tout ces mêmes bagailles là, et nappe phréatique gain même problème là. Mais les plus de l'eau entrée, ça veut dire tout élément ça vient revitaliser, vient gagner plus gévrine, ça veut dire vient gagner plus de l'eau. Et comment on fait plus de l'eau entrer dans le terre? Planter de l'eau. C'est planter de l'eau. Et planter de l'eau, c'est canari par source, sous pas mettre ou pas joindre. Besoin de l'eau? Eh bien, faut mettre de l'eau. Et un bagage essentiel pour permettre de mettre de l'eau, ça, c'est pied bois. Pied bois, la pédo qui est terre, voyez, mais la pédé plus de l'eau entrer en terre pour faire tout ça. Ce programme est subdivisé en 2 sous-programmes. Une, nous relève le jardin garde-manger, et l'autre là, nous relève le HEAT. HEAT s'écrit H-E-A-T. H là pour habitat, E-A dans le sens de l'eau, environnement et éducation, A pour assainissement, et T tout ce qui a rapport au tourisme et désenclavement route. OK? Donc, ouais, là, nous parlons question de reboisement seulement. Maintenant,
deux sous-programmes ça, les vignes bâtis, les vignes campées sont 3 piliers. Un pilier nous relève restauration et gouvernance environnementale. Un deuxième pilier nous relève valorisation et création d'emplois verts. Et troisième non, par conséquent, c'est amélioration du cadre de vie. Voici les 3 grands piliers. Ces 3 grands piliers, ils viennent éclater en 12 actions. Une action que nous relève revégétalisation et propagation végétale native et endémique. Ça, on entre dans le reboisement. Okay. Mais maintenant, il n'y a pas de reboisement en termes de planter pieds bois seulement. Ce qu'il faut comprendre, la protection d'un espace pas faite seulement avec pieds bois. En couverture herbacée, ça veut dire zèbre, gazon, ça veut dire tout que l'espace est protégé et il y a un microsystème qui est là, écosystème qui est là. Donc, c'est ça qui fait nous pas parler de reboisement, nous parler de revégétalisation. Okay. Okay? Mais en même temps, là-dedans, nous avons ajouté climato-intelligent. Les choix, nous ne le faisons pas de manière délibérée, mais en fonction de réalité zone, de besoins mondiaux, et il faut nous combiner. Donc, c'est pour nous lever, ou le planter, ou le mettre n'importe comment. Il faut nécessairement des communications avec zone et des informations sous zone. Après la CNI, la nouvelle carte d'identification nationale, la nouvelle carte nationale d'identification, le gouvernement a décidé d'offrir aux citoyens haïtiens un nouveau passeport. Pour en parler, nous avons avec nous en visioconférence ce soir M. Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM. Bonsoir, M. Noël. Bonsoir Radio Télé Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, donc, nouveau passeport. Qu'est-ce qui caractérise ce nouveau passeport et pourquoi cette urgence? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau passeport? Moi-même, je dirais non. C'est juste, il y a des informations nouvelles qui ont été ajoutées au passeport. C'est juste pour se mettre au pas et concernant notre intégration et à la communauté de la Caraïbe et la CARICOM. Maintenant, comme vous le savez, Haïti a intégré la communauté de la Caraïbe en 2002. On a ratifié le traité publié dans le journal Le Moniteur. Et après, il y a d'autres étapes techniques qu'on doit, et que le gouvernement, et peu importe le gouvernement, doit entreprendre afin que la population, du moins les acteurs, puissent bénéficier véritablement de toutes les dispositions du traité. Notamment la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises et la libre circulation des capitaux. J'imagine qu'il s'agit d'un passeport qui est plus sécurisé que l'ancien. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, là, du point de vue technique, je ne vais pas... je ne sais pas trop du point de vue technique ce qui a trait et les spécificités techniques de sécurité, tout ça. Mais je sais, au niveau de la région, au niveau de la CARICOM, et les gens s'identifient comme des citoyens de la CARICOM. Et avec le passeport nous dit et automatiquement, dès qu'on, par exemple, si on arrive aux États-Unis ou du moins si on arrive en Europe, et le passeport vous dit que vous êtes un citoyen de la Caraïbe, ou citoyen de la communauté de la Caraïbe. Oui. Mais maintenant, le gros débat, et puisque je peux anticiper, c'est la fameuse question de la libre circulation des personnes. Et je veux mettre un bémol dans le traité. Et il y a deux aspects dans le traité qui traitent de la circulation des personnes. Il y a d'abord la libre circulation des personnes qualifiées. Ça veut dire que les journalistes, les économistes, les universitaires, les sportifs et tout ça, et ces gens-là, dès qu'on sera prêt, on aura la possibilité de migrer dans n'importe quel pays de la CARICOM sans avoir aucune autorisation, sans avoir besoin de permis de travail, en d'autres termes. Mais également, il y a
et la possibilité pour les citoyens de la CARICOM puissent voyager sans visa. C'est la libre circulation tout court. Et c'est bien spécifié dans le traité Chagarama, à l'article 7, qui dit qu'aucun pays ne doit pratiquer de discrimination sur la base de la nationalité. Mais malheureusement, dans la réalité, c'est tout autre chose, puisqu'il y a beaucoup de pays, notamment la Barbade, Trinidad et même la Jamaïque, qui pratiquent des formes de discrimination envers les pays les plus pauvres, notamment Guyana et Haïti, par exemple. Mais il faut faire cette différence. Il y a la possibilité de voyager pour un court séjour. Normalement, le traité interdit toute forme de discrimination. Et la possibilité de migrer vers un pays de la CARICOM, et ça concerne surtout les personnes qualifiées, les universitaires, les sportifs, etc. Bon, je vous ai bien entendu, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par personnes qualifiées et qui qualifie ces gens-là? Bon, au niveau dans le traité, c'est clairement mentionné, il revient au ministère des Affaires étrangères des pays membres d'émettre ce certificat. Ça veut dire que dès que le ministère des Affaires étrangères à Port-au-Prince vous dit que vous êtes universitaire, ça veut dire que le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères remplace automatiquement le permis de travail de n'importe quel pays de la Caraïbe. Donc c'est un document... Si vous voulez... Oui, je dis, c'est un document qui s'ajoute au passeport, alors. Non, il y a deux aspects. On a la possibilité de voyager, aller dans n'importe quel pays. Maintenant, si on décide de vivre définitivement dans le pays, on doit avoir un certificat de travail. Et aux États-Unis, on l'appelle en anglais le Social Security. Et c'est la même chose pour le Canada, mais dans la Caraïbe, on appelle c'est le permis de travail. Maintenant, pour obtenir ce permis de travail, c'est quelque chose de vraiment difficile, surtout dans les pays de la Caraïbe. Mais maintenant, étant donné qu'on est membre, et le traité prédit que n'importe quel citoyen peut décider à n'importe quel moment d'aller vivre dans n'importe quel pays de la CARICOM dès que ce citoyen ait en main le certificat et l'autorisant à le faire. Et ce certificat est émis par le ministère des Affaires étrangères de ce citoyen. Très bien. Bon. Et bien sûr, il y a des documents de base. Par exemple, si on ne peut pas dire qu'on est universitaire, ça veut dire que en soumettant le dossier, on doit ajouter les diplômes, tous les documents qui prouvent que vous êtes une personne qualifiée. Et ce document-là, ce permis ou ce certificat remplace automatiquement le permis de travail émis dans les pays de la région. Très bien. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu plus clair, donc je résume rapidement. Ce nouveau passeport n'apporte rien de sensationnel sur le plan technique, apparemment. C'est pas un passeport biométrique, par exemple. J'ai bien mentionné, il y a deux volets dans la libre circulation. Si vous voulez migrer définitivement vers la Jamaïque, il faut avoir ce document. Le certificat émis par le ministère des Affaires étrangères. Oui, j'ai bien maintenant, compris. si vous voulez, et c'est là où la barre blesse, si vous voulez visiter la Jamaïque pour quelques jours, par exemple, c'est le cas des entrepreneurs haïtiens, si vous allez là-bas juste pour faire affaire pendant 2 ou 3 jours, techniquement, ce passeport devait annuler cette question de visa. Mais dans la réalité, connaissant la situation actuelle du pays, où les agents de l'immigration de pratiquement tous les pays du monde considèrent les Haïtiens comme des potentiels migrants et des migrants illégaux, là, on bloque le plus souvent et c'est là où la situation est plus corsée. Oui. Par exemple, c'est le cas de la Barbade, et je me rappelle, il y a 2 ans, la Barbade avait appliqué l'article 7 du traité disant qu'il ne faut pas pratiquer la discrimination. Et ce qui s'est passé au bout d'un an, le gouvernement de la
rétablir cette question de visa, parce que en un an, on a accueilli plus de milliers d'Haïtiens, et ces Haïtiens se trouvent dans des situations vraiment catastrophiques, de misère et tout ça. Ouais. Et on a dû rétablir cette question de visa pour les Haïtiens et vouloir visiter la Barbade. Voilà, bon, ok. Finalement, à l'occasion de ce nouveau passeport qui est censé éliminer l'obligation de faire une demande de visa, si j'ai bien compris, nous allons quand même avoir deux catégories d'Haïtiens. Nous avons les Haïtiens qui auront le nouveau passeport et qui seront exempts de visa s'ils vont pour une simple visite, et il y aura la catégorie des Haïtiens qualifiés, qui sont qualifiés par, je reprends ce que vous avez expliqué, qualifiés par le ministre des Affaires étrangères haïtien. Non, mais ça, c'est pour... Mais maintenant, ça existe dans pratiquement tous les pays. Les Européens peuvent voyager en Amérique, aux États-Unis sans visa. Est-ce qu'ils décident de migrer définitivement aux États-Unis? Ça, c'est un autre processus. C'est la même chose. Maintenant, si vous voulez visiter les pays de la Caraïbe, oui, mais il faut dire qu'à l'état actuel, aucun pays de la Caraïbe, bon, disons mieux à l'exception de la Dominique ou Saint-Vincent, mais pratiquement tous les pays de la Caraïbe n'acceptent pas les Haïtiens, n'acceptent pas l'entrée des Haïtiens sans visa. Et la raison principale, c'est la situation économique du pays. Oui. Parce que dès qu'on est dans une situation de pauvreté absolue, et par exemple, on est haïtien, lorsque vous allez à l'aéroport de Saint-Louverture, on voit cette ligne des gens qui partent vers l'Amérique centrale, vers l'Amérique du Sud, tout ça. Maintenant, dès qu'il y a une opportunité, les Haïtiens laissent le pays et ne reviennent plus. Maintenant, là, on parle de la Caraïbe, mais on parle des pays qui ont une superficie, le cas de Sainte-Lucie, qui est plus petite que la Gonâve. Oui. On parle de la Barbade qui a une superficie, disons, égale à la Gonâve. Ça veut dire que ces gens, bien qu'ils sont riches, la Barbade a un revenu per capita équivalent aux pays développés, mais du point de vue démographique, du point de vue espace, ils n'ont pas la capacité d'accueillir autant d'Haïtiens. Vous imaginez, si une population de 300 000, ça veut dire que c'est moins que Cité Soleil. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir ces gens. Oui, moins que Cité Soleil. Bon, oui, monsieur Peterson Noël, donc on espère, on va voir si ce nouveau passeport va un petit peu arranger les choses du côté des visas, mais enfin, apparemment... non, le passeport ne va rien arranger. La seule chose qu'on doit faire, c'est de mettre de l'ordre à l'intérieur. Si le passeport ne va rien arranger, pourquoi se lancer dans ce nouveau passeport, là, maintenant, alors qu'on est en pleine période de préparation de référendum et le passeport, c'est pas une décision. Cette décision de mettre ce passeport, c'est pas une décision du gouvernement actuel. C'est un engagement pris par l'État haïtien depuis 2002, depuis l'intégration d'Haïti à la CARICOM. Maintenant, on est obligé de le faire. Maintenant, cette question d'ouverture, d'élimination de visa par les autres pays, il revient au gouvernement haïtien de travailler avec ces pays, mais il faut mettre de l'ordre à l'intérieur. D'accord. Maintenant, regardez, on est devenu, en 5 ans, on est devenu beaucoup plus pauvre qu'avant. Oui. Il y a 5 ans, on avait 2 millions de personnes vivant dans une situation de vulnérabilité, de pauvreté, etc. Aujourd'hui, on est passé à 4 millions. On est le seul pays à régresser avec une rapidité avec une rapidité pareille. Là, et lorsque les autres pays, du moins les ministres de l'économie ou les ministres des Affaires étrangères des autres pays lisent ces rapports, ils vont durcir leur position et interdire l'entrée des Haïtiens. Et peu importe leur statut. Bien sûr, tout cela est bien compréhensible. Donc, merci, Monsieur Peterson Noël, de ces explications, de ces éclaircissements. Donc, finalement, le nouveau passeport sera frappé de 2 C.
En fait, c'est comme pour l'Union européenne, où tous les passeports sont comme pour la communauté avec andine. France, Allemagne, Italie, etc., etc. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Noël. Bonne fin de journée et à bientôt. OK, bonne fin de journée, à bientôt. Bye bye. Voilà. C'était Monsieur Peterson Noël, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, qui nous expliquait le pourquoi et le comment de ce nouveau passeport et de cette qualification qu'il faut obtenir pour aller s'installer dans les pays de la CARICOM. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.